Hello, je suis Adriana, rédactrice web SEO et copywriter depuis 2018. J'ai créé mon entreprise La Plume d'Adriana en 2021. Au quotidien, je développe la communication digitale des entreprises que j'accompagne avec le savoir et le savoir-faire qu'imposent les moteurs de recherche sur le web pour faire la différence. Plumania aborde l'entrepreneuriat avec une vision à 360 degrés. Vous souhaitez inspirer votre business pour développer ou affiner votre stratégie en entreprise? Seul ou en compagnie d'entrepreneurs inspirants, je vous fournis les clés pour écouter vos ambitions. Les épisodes répondent à des problématiques ciblées avec des solutions efficaces pour une mise en place rapide dans votre business. À présent, prenez place et let's go pour le démarrage de ce nouvel épisode. Enjoy! Hello Sébastien, comment vas-tu ? Mais ça va bien, bonjour Adriana. Je te remercie de m'accueillir aujourd'hui dans ton cabinet à Nivelles, près de la frontière française. Je suis actuellement en Belgique pour partager ce moment inspirant afin de pouvoir accompagner les auditeurs dans le cadre de la culture d'entreprise et des bénéfices que l'hypnose en entreprise peut apporter aux collaborateurs, tous secteurs d'activité confondus. C'est vrai qu'on est ici à Nivelles, proche de la frontière française. Et contrairement à ce qu'on pourrait croire, il ne fait pas toujours mauvais en Belgique. Non. Aujourd'hui, on a un grand ciel bleu, un grand soleil. Je confirme. Donc, c'est pas mal aussi de passer par la Belgique. C'est clair que l'hypnose en entreprise, c'est un sujet qui mérite de s'y attarder parce qu'on ne l'utilise pas suffisamment, je pense, en entreprise, alors que, on le verra tout au long du podcast, il y a énormément de bienfaits et de possibilités grâce à l'hypnose thérapeutique pour les entreprises, les entrepreneurs, que ce soit au niveau managérial, au niveau des équipes, R1, donc plein de choses à développer. C'est totalement ce qui m'a intéressée et captivée dans le cadre du développement du projet de ce podcast. Je connaissais l'hypnothérapie à titre personnel, j'y ai déjà eu recours et j'avais le sentiment que c'était une expertise relativement cloisonnée, dans un ordre d'idées précis et défini, et que ça a un champ, on va dire une portée, qui va bien au-delà de ce qu'on peut imaginer. Souvent, on connaît l'hypnose par l'hypnose de spectacle. Donc, oui, c'est vrai. Voilà, le bien connu Mesmer, qui a fait un travail qui est très chouette, mais qui est du divertissement, qui est uniquement du spectacle. Alors effectivement, ce que moi je propose en hypnose, c'est vraiment très différent de l'hypnose de spectacle, c'est vraiment du thérapeutique. Et donc, on va aller chercher à communiquer avec l'inconscient des patients, pour les aider à débloquer certaines choses, certains blocages qu'ils ont, certains événements traumatiques, certaines addictions qu'ils ont développées. On va aller chercher ça grâce à l'hypnose thérapeutique. On a une bonne idée générale du champ des possibles de l'hypnothérapie en entreprise. Avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que tu peux nous parler de toi, nous dire qui tu es, quel a été ton parcours professionnel et qu'est-ce qui t'a amené aujourd'hui dans le cadre de l'entrepreneuriat ? Au tout début de ma carrière, donc on est en 1999, oui. On parlait en français. Je viens de terminer ma formation comme infirmier. Je démarre ma carrière comme infirmier au SAMU, dans un hôpital de la région ici en Belgique. Et c'est un métier que j'ai toujours voulu faire. Ma première voiture à pédale, pour vous dire, quand j'avais 5-6 ans, c'était une ambulance. C'était très clair dans ma tête que je voulais être infirmier au SAMU. Et donc, j'ai fait finalement ça pendant 6 ans. Et puis, la vie a fait que j'ai réorienté ma carrière, déjà après à peu près 6 années de métier, vers un master en gestion hospitalière qui m'a ouvert les portes finalement d'un poste de direction, poste à la direction d'un hôpital. C'est à ce moment-là, de mémoire c'était en 2005, où l'on s'est connus toi et moi. Oui. À l'époque, tu étais cadre hospitalier et je démarrais ma carrière professionnelle en tant que secrétaire médicale. Et ce qui est cocasse, c'est qu'on a gardé ce contact, toi et moi, depuis autant d'années. On s'est toujours suivis, on a mutuellement vu nos évolutions professionnelles. Et c'est de façon assez naturelle où ton changement d'orientation professionnelle a capté mon attention. Et c'est là où je me suis dit que tu gardais ces valeurs profondes, cette envie d'accompagner l'humain, de proposer des solutions adaptées aux problématiques individuelles des personnes. Et tout ton parcours professionnel, aujourd'hui, reste toujours en phase avec l'humain et l'envie d'aider ton prochain. Oui, c'est vrai que c'est quelque chose qui m'anime depuis, comme je le disais, quand je dis que ma première voiture à pédale était une ambulance, c'est pas une image, c'est vrai. C'était un signe déjà évocateur à l'époque. Voilà, quand j'ai eu 6 ans, j'ai passé mon brevet de secouriste avec la Croix-Rouge. C'est quelque chose qui m'a toujours animé d'aider les autres.
dans mon parcours professionnel, il y a eu toute cette période où, quand on s'est croisés, là où j'étais à la direction d'un hôpital, cette gestion hospitalière, je la faisais toujours dans cette optique d'aider le patient, que je mettais au centre des préoccupations, d'aider les équipes avec lesquelles je travaillais également. Mais là, il y avait un petit quelque chose quand même pendant cette période-là, pendant ces 11 années-là, où j'étais plus tout à fait sur la voie qui me correspondait à 100%. Émotionnellement parlant, énergétiquement parlant, c'est quelque chose qui a priori, je l'ai appris après évidemment, mais qui ne me correspondait plus vraiment. Et donc en 2016, à la faveur d'un burn-out, d'un divorce, des gros changements de vie. De grands changements de vie, effectivement. Voilà, j'ai eu ce déclic de me dire mais il faut que je revienne vers ce qui est l'essence et la valeur de base de mon fonctionnement et d'aider vraiment l'humain. Et donc là, j'ai découvert le coaching en entreprise d'abord, le coaching de vie pour les privés, et puis très rapidement, en courant de 2017, l'hypnose thérapeutique que j'ai fait auprès d'une formatrice qui a été formée elle-même à l'Institut français d'hypnose ericksonienne de Paris. J'ai quand même un lien avec la France aussi qui est pas négligeable. Effectivement, sachant qu'on n'est pas loin l'un de l'autre, on est à 265 km l'un de l'autre, autant dire que c'est quand même relativement simple de pouvoir, autant d'un côté que de l'autre, de pouvoir interagir. Je rebondis sur ce que tu viens d'évoquer. Ton changement de parcours professionnel t'a permis quelque part de te reconnecter avec toi-même. Ah oui, pleinement. Me reconnecter avec moi, avec qui je suis vraiment et avec mes valeurs, mes vraies valeurs. Et de pouvoir vivre de ces valeurs-là. Alors, je ne parle pas de vivre économiquement parlant. Bien C'est sûr. une question de... Alors oui, effectivement, l'économique suit. Mais moi, j'en vis parce que ça me fait vibrer. Oui. Ça m'éclate d'apporter mon aide à des gens, que ce soit en privé ou en entreprise. Alors ici, l'objectif, c'est effectivement de parler essentiellement de l'entreprise. Ces valeurs-là qui sont la bienveillance, l'écoute, ces valeurs-là qui sont la bienveillance, l'écoute, la justice, c'est quelque chose qui est important pour moi aussi, la justice et la justesse, j'ai envie de dire, Oui. encore dans la prise en charge. C'est quelque chose qui m'anime au quotidien. C'est vraiment ce qui me fait vibrer. Effectivement. Est-ce que tu pourrais nous expliquer de façon concrète qu'est-ce que l'hypnose en entreprise? Alors, on parle d'entrepreneuriat, mais globalement, qu'est-ce que l'hypnothérapie? En réalité, un état d'hypnose, c'est un état qu'on appelle un état modifié de conscience. C'est une autre façon de dire état d'hypnose. Les mots sont très importants. C'est état modifié de conscience. Ça veut dire que les gens ne dorment pas, contrairement à ce que l'hypnose de spectacle pourrait nous faire croire, puisque un hypnose de spectacle, la première chose qu'il dit à ses Kobe, c'est dors. Et c'est l'image qu'on a, en gros, c'est les personnes à la limite qui sont profondément endormies. C'est ça, oui. Alors que c'est pas le cas, ils dorment pas. Ils sont dans cet état modifié de conscience, mais ils sont encore conscients de ce qui se passe dans leur environnement, en tout cas dans une certaine mesure. Ça, c'est l'état d'hypnose. C'est un état qui est tout à fait physiologique. C'est un état que l'on vit tous, tout un chacun, plusieurs fois sur la journée, sans forcément s'en rendre compte. Ce sont des moments où notre cerveau a besoin de temps de pause. Par exemple, ce sont des moments où, quand vous êtes en voiture, c'est un exemple classique, vous faites un trajet habituel, maison, boulot, boulot, maison. Eh bien, parfois, vous arrivez au boulot, vous ne vous souvenez pas du trajet que vous avez fait. Vous ne savez plus par où vous êtes passé. Ça, c'est marrant ce que tu dis, parce que des fois, ça m'arrive où j'ai l'impression d'être en mode déconnexion momentanée. C'est ça. Mais ça dure effectivement une fraction de seconde où j'ai presque l'impression que cette courte fréquence est vraiment récupératrice. Oui, c'est vrai que ce sont des moments alors plus ou moins longs en fonction de l'individu, en fonction du moment, en fonction de la situation. C'est très variable d'une personne à l'autre et d'un moment à l'autre. Mais par contre, il faut savoir que cet état d'hypnose, cet état modifié de conscience, est effectivement très récupérateur pour le corps. Et on y viendra quand on va parler de l'intérêt pour les entreprises, parce que c'est un intérêt majeur, ce côté récupération. C'est qu'en fait, 5 minutes en état d'hypnose équivalent à peu près à 1 heure de sieste, en termes de récupération physique. C'est particulièrement intéressant et je me permets de rebondir. Est-ce que ça s'apprend? Imaginons, tu as un entrepreneur ou une entrepreneuse ou une collectivité ou une entreprise qui souhaite apprendre, acquérir ces méthodes pour réussir à rentrer durant la pause déjeuner de façon individuelle ou collective en état d'hypnose 5 ou 10 minutes et avoir la sensation d'avoir fait une sieste d'1 heure, est-ce que ça s'apprend? Ça s'apprend même assez facilement d'ailleurs. Moi, c'est quelque chose que je pratique régulièrement, c'est-à-dire que je donne des formations en hypnose et en auto-hypnose, que ce soit en privé ou en entreprise. L'objectif est effectivement d'apprendre aux personnes qui participent à cette formation, leur apprendre à rentrer facilement en auto-hypnose pour prendre ce temps de pause, de récupération, etc. Alors, il faut savoir que ça n'a pas un effet que sur le côté purement récupérateur de fatigue physique et ou mentale. Ça a aussi et surtout un effet sur le stress.
Ce qui est quand même très intéressant en entreprise, c'est-à-dire pouvoir prendre ce temps de pause, ce vrai temps de déconnexion, induit volontairement quand on en a la possibilité, eh bien au moins ça permet de diminuer très fort le niveau de stress. De l'impression que j'en ai, j'ai le sentiment aussi que c'est un moyen de dominer ses émotions et d'être maître de soi. Alors ça peut participer au fait d'être maître de soi, alors j'avoue que je ne te suis pas trop dans le côté dominer ses émotions, alors c'est le terme qui me perturbe. Non, c'est le côté domination des émotions. Une émotion, ça s'apprivoise, ça ne se gère pas, parce qu'en fait, on ne peut pas l'empêcher d'arriver. C'est vrai. Vu comme ça, sous cet angle-là, effectivement, on n'est pas vraiment dans le cadre de la dominance. Non, on ne peut pas contrôler une émotion réellement. C'est-à-dire qu'elle survient parce que c'est une réaction à un événement de notre environnement. Que ce soit un mail qu'on a lu, que ce soit un collègue qui est rentré dans notre bureau, que ce soit, tiens, j'ai mon évaluation avec mon supérieur hiérarchique et ça me stresse. Ben voilà, toutes ces émotions-là, quelles qu'elles soient, en fait, on ne peut pas les empêcher d'arriver. Après, ce qui s'apprend aussi, alors que ce soit par l'hypnose ou par d'autres techniques, mais ce qui s'apprend, c'est d'apprivoiser cette émotion-là. Et apprivoiser son émotion, ça va démarrer par « je me rends compte que j'ai une émotion qui...” Et toute la subtilité de ce que tu évoques se trouve justement là, dans mon idée de base. La dominance des émotions arrive plutôt comme une imposition à soi de se dire actuellement j'ai une réunion à gérer, j'ai une situation complexe en cours et je dois dominer mes émotions parce que je ne me donne pas le droit de ne pas pouvoir être à 100% au top à cet instant présent. Et donc le fait de pouvoir apprivoiser à travers l'hypnose ces émotions, c'est une solution qui est relativement performante pour son bien-être, le bien pour soi et pour les autres également. Oui, alors c'est hyper performant pour notre propre bien-être et finalement ça nous rend beaucoup plus productifs aussi. Également. Parce que pouvoir prendre ne fût-ce que quelques secondes, quand on a appris des trucs d'auto-hypnose, en réalité une fois qu'on s'est un petit peu entraîné, parce que tout est une question d'entraînement dans la vie, une fois qu'on s'entraîne un tout petit peu à faire de l'auto-hypnose, on peut se mettre dans cet état d'auto-hypnose en quelques secondes, en un claquement de doigts quasiment, et profiter de cet état hypnose pendant 3, 4, 5 minutes. Ça va permettre en fait de faire retomber la pression liée à l'émotion. Donc vous devez faire un speech devant des investisseurs, si vous êtes gérant d'une entreprise. Vous devez aller voir un client que vous savez être difficile en tant que commercial. Vous devez gérer une réunion avec les syndicats. Qu'importe, mais un moment stressant, eh bien, si vous avez ces trucs d'auto-hypnose et que vous pouvez prendre ce temps, ne fût-ce que 3-4 minutes avant la réunion, eh bien, votre réunion va être beaucoup plus performante. Pour vous, d'abord, en gestion du stress, en apprivoisement de vos émotions, et puis aussi, vous allez avoir les idées beaucoup plus claires dans votre fonctionnement pour le faire. Donc c'est tout bénef en fait. Tout à fait. Et c'est hyper facile, ça prend pas beaucoup de temps. Ça demande un peu d'apprentissage, ça demande un peu d'entraînement. Ça demande d'être bien accompagné par un professionnel qui sait ce qu'il fait en hypnose, parce que l'hypnose, en soi, comme c'est physiologique, c'est pas dangereux. L'état d'hypnose n'est pas dangereux, mais par contre, il faut être précis sur ce qu'on fait pour ne pas déclencher d'émotions encore plus intenses derrière. Et c'est à partir de ce moment-là où tu deviens la clé des entreprises pour transmettre les bonnes méthodologies, les bonnes pratiques, le bon accompagnement à travers les séances de coaching que tu proposes et d'hypnose. Bah oui, certainement. C'est-à-dire qu'en formation en entreprise, je donne vraiment, alors non seulement la base de c'est quoi l'hypnose, de comment on met quelqu'un en état d'hypnose, comment on peut se mettre soi en état d'auto-hypnose, quels sont les bénéfices, les freins éventuels, entre guillemets. Je parle de freins entre guillemets parce qu'en fait, il y en a très peu, mais il y en a quand même un ou deux. Tout ça est clarifié, mais ce qui est surtout très important, c'est de clarifier dans ces séances de formation-là le comment on met ça en place en sécurité pour que ce soit bénéfique pour soi et pour les autres. D'où l'intérêt, effectivement, de faire ces ateliers d'initiation. Parfois, il y a d'autres sujets, il y a des ateliers qui sont plus des ateliers d'approfondissement et de développement de la technique en fonction de ce que les entreprises veulent développer au sein de l'entreprise. Si on est dans du ponctuel, en disant moi je suis manager, je dois gérer une équipe, je dois gérer une grosse réunion, ça me stresse très fort, je ne sais pas comment faire. Ok, on peut ponctuellement agir. Ou bien vous êtes plutôt dans la volonté de développer au sein de l'entreprise un vrai département bien-être. Et là, alors effectivement, il y a plein de choses à faire, quoi. Bien au-delà de l'hypnose, par contre. Le champ des possibles est très large. Effectivement, c'est totalement le sentiment que tu nous partages, sachant que par rapport à tout ce que tu évoques, quel est le conseil que tu pourrais donner à un chef ou une chef d'entreprise qui souhaiterait organiser des séances d'hypnose dans son organisation ?
Alors déjà, bien vous former auprès de personnes vraiment compétentes. Parce que le problème de l'hypnose, je vais parler de l'hypnose thérapeutique, puisque l'hypnose de spectacle, c'est assez évident qu'on n'est pas dans le même champ d'action. Pour l'hypnose thérapeutique, il n'y a pas d'accès à la profession, ce qui veut dire que n'importe qui peut, en ayant vu 3 vidéos sur YouTube, dire « Ouais, moi je fais de l'hypnose ». D'où le risque, ne serait-ce que par rapport à soi, à ses collaborateurs. Parce que j'imagine qu'une séance d'hypnose qui est réalisée par une personne incompétente, disons-le clairement, dans le sens où il faut forcément des qualifications précises avant de pouvoir s'initier et d'immerger des personnes dans le cadre de l'hypnose. J'imagine que c'est la base de la séance d'hypnose, de savoir se diriger vers la bonne personne. Alors c'est la base, il faut déjà avoir confiance en son thérapeute ou en son formateur. Il est clair qu'il faut bien choisir. Certes, l'état d'hypnose n'est pas dangereux, mais par contre, ce qu'on peut aller déclencher, ce qu'on peut aller soulever comme souvenir, ce qu'on peut faire remonter à la surface et au conscient chez des patients, mais il y a parfois des émotions très intenses qui remontent à la surface, des émotions très fortes. Je parle du cadre purement thérapeutique, je ne parle pas du cadre de récupération d'énergie dont on parlait tout à l'heure, mais dans le cadre purement thérapeutique, j'ai parfois des patients qui ont des émotions qui sont très très fortes, qui ressortent en séance, mais il faut pouvoir accompagner ces émotions-là. Il faut pouvoir accompagner ces patients, il faut pouvoir désamorcer des situations pour que le patient ne sorte pas en fin de séance, en fin de rendez-vous, avec un truc super lourd dont il n'avait peut-être pas conscience, et puis c'est « bon, c'est ton problème, démerde-toi avec ». Exactement. Et ça, c'est dangereux. C'est pour ça que je dis le premier conseil pour vous qui êtes chef d'entreprise, qui entendez ce podcast, c'est vraiment aller vers des personnes compétentes. Aller vers des gens qui savent ce qu'ils font, qui ont cette expertise de l'entreprise. Alors moi, j'ai l'avantage d'avoir dirigé un hôpital pendant 11 ans, d'avoir eu des centaines de personnes sous ma responsabilité. Je sais comment fonctionnent les gens, je sais comment on fait de la gestion humaine des ressources, que je déteste ce côté gestion de ressources humaines, on n'est pas là-dedans. C'est de la gestion humaine des ressources, vraiment. Et ce que je propose pour les entreprises avec l'hypnose, entre autres, parce que je propose plein d'autres choses, mais là on est dans l'hypnose, c'est vraiment d'apporter comment est-ce que vous allez pouvoir aider vos collaborateurs, vous aider vous-même à apprivoiser votre stress, pour diminuer le risque de burn-out, pour diminuer l'absentéisme au travail, pour augmenter l'efficacité, la productivité de votre entreprise et de vos équipes, avec un outil qui est hyper facile, quoi. Mais il faut l'apprendre. Et il faut l'apprendre avec quelqu'un qui sait. Dans ce contexte, l'idée serait de définir les points d'ancrage dédiés aux bénéfices attendus de l'hypnose avant d'agir. Oui, alors c'est clair que le premier point, si vous vous dites, tiens, voilà, moi je suis chef d'entreprise, j'entends ce podcast et je me dis, je prendrais bien un contact avec Sébastien. Là. C'est-à-dire, oui, prenez contact avec moi, on va discuter de, c'est quoi votre entreprise ? Quelle est la taille ? Quels sont vos champs d'action ? Quelles sont les problématiques auxquelles vous faites face ? Et alors, je verrai si je peux vous proposer quelque chose de cohérent par rapport à votre situation. Je ne fais pas de proposition globale en disant dans toutes les entreprises, c'est comme ça et c'est pas autrement. Non, j'adapte. Je fais du fine-tuning aux gens que j'ai en face de moi parce que, encore une fois, c'est de la gestion humaine des ressources. Où l'humain est le centre de tes actions. Oui, c'est le centre de mes actions. Et si ce n'est pas encore le cas dans votre entreprise, ça doit être le centre de votre entreprise. Sans les gens qui bossent sur le terrain, sans les chefs d'équipe, sans les managers, sans vous en tant que directeur, votre boîte, elle ne fonctionne pas. Vous êtes peut-être au courant ou pas, au niveau de l'ONU, ils ont établi maintenant tout un cadre de fonctionnement avec des objectifs de développement durable. Alors effectivement, on parle de développement durable, donc il y a tout le côté pollution, écologie. Mais là-dedans, moi, ce qui m'intéresse, je pense que c'est l'objectif 3 de mémoire, c'est les soins de santé. Et dans cet objectif 3, ce que moi je propose aux entreprises, c'est clairement dans cet objectif 3, de développement durable de votre entreprise. Si vos collaborateurs apprivoisent leur stress, arrivent au boulot avec la banane, le sourire jusque derrière les oreilles parce qu'ils sont contents d'être managés par des gens qui tiennent compte de l'humain, vraiment, votre entreprise, elle va être durable dans le temps. Et ce qui est également bénéfique pour la culture d'entreprise. Ah oui, c'est fondamental. Moi, je connais des entreprises et... Voilà, je ne les citerai pas parce que c'est pas la peine, mais j'ai connu des entreprises effectivement où il y avait un tel roulement dans le personnel que en fait l'entreprise elle se casse la figure à un bout d'un moment. Il n'y a pas de vraie culture d'entreprise. Exactement, et l'humain décroche entre guillemets par rapport aux actions à mener ou aux actions qui sont engagées. Les actions perdent de leur sens au fil du temps. Oui. Si vous voulez avoir l'adhésion de toute votre boîte, de tous les humains qui bossent autour de vous et qui bossent pour vous ou avec vous, si vous voulez avoir cette adhésion sur le très long terme, vous devez tenir compte de leur
santé et de leur bien-être. Et ça peut passer effectivement par ces mini-formations ou ces moins mini-formations en fonction du besoin en hypnose, parce que c'est un outil qui est très simple. Tout ce que tu évoques me fait penser qu'actuellement, après toute cette phase difficile qu'on a traversée, qu'on traverse encore, je fais notamment référence à la Covid, au dérèglement climatique, c'est vraiment très très large dans le sens où économiquement ça devient difficile. Beaucoup de salariés d'entreprises sont obligés des fois de cumuler 2 emplois. La situation écologique et économique de la société d'aujourd'hui est très compliquée. Pouvoir être en adéquation avec les valeurs de son entreprise, aujourd'hui, c'est une façon de pouvoir générer du bien-être pour soi également et pour son entreprise. Ah oui, c'est clair. On vit tous en tant qu'entrepreneurs, quel que soit notre niveau, quel que soit notre secteur d'activité, quelle que soit la taille de l'entreprise, hein, c'est ça que j'entends par niveau. En réalité, on est tous dans un environnement qui est compliqué, quoi. Oui. Qui est très compliqué. Autant en Belgique qu'en France, j'ai l'impression. Autant en Belgique qu'en France, il n'y a pas de secret, c'est la même chose de tous les côtés. Mais donc, après, on ne sait pas tout changer en même temps. Non. C'est pour ça que c'est intéressant. Quand je parlais des objectifs de développement durable de l'ONU, l'objectif, c'est pas de forcément tous les faire. C'est de dire, moi, je choisis pour mon entreprise, je choisis d'aller dans tel sujet. Le sujet qu'on est en capacité de pouvoir s'approprier pour son organisation. Ouais. Et ça ne demande pas forcément des investissements de plusieurs millions d'euros par an. C'est des investissements de quelques milliers ou quelques dizaines de milliers d'euros, peut-être. Dépendant effectivement de ce qu'on veut mettre en place, mais on peut commencer par des petites choses. Faire du bien-être au travail, ça ne demande pas des gros investissements financiers. On sait depuis longtemps qu'une augmentation de salaire, c'est pas ça qui amène le bien-être au travail. C'est pas suffisant. C'est pas ça qui amène la reconnaissance au travail. Un de vos employés à qui vous allez dire, à partir de maintenant, je te paye 500 € net de plus tous les mois, il va être super content. Dans 3 mois, il va être moins content parce qu'en fait, il aura adapté son niveau de vie à ce nouveau budget. Et donc, en fait, ça n'aura servi à rien. Par contre, vous allez le voir et vous allez lui dire, voilà, je te propose une activité, une formation en hypnose, en auto-hypnose, qui te sera utile au boulot, qui te sera aussi utile dans ta vie à l'extérieur, et c'est offert par l'entreprise. Là, vous allez trouver face à vous quelqu'un qui va être plus motivé parce qu'il va dire, s'il investit en moi comme ça, il croit en moi. Voilà. Il reconnaît ma valeur, il reconnaît mon travail, il reconnaît mes qualités. Et ça fait toute la différence. Ça fait surtout référence au fait qu'on a le sentiment de ne pas être qu'un nom ou qu'un numéro dans une entreprise. On a de la valeur humaine. On sent, je pense, en tout cas de ce que je garde comme expérience salariale, on a le sentiment d'être valorisé pour ce qu'on est réellement et pour ce qu'on fait au quotidien pour le bien de l'entreprise. Ah oui, mais c'est ça. Et c'est ça la vraie valeur des personnes qui travaillent pour une entreprise. Je voudrais juste ajouter un truc, c'est que c'est en termes d'exemple, j'ai entendu, ça date de la semaine passée, j'ai entendu un reportage sur le fait qu'en France, il y avait des tests dans certaines entreprises de faire des semaines de 4 jours. C'est déjà en cours dans plusieurs départements, si je ne me trompe pas. Ok. Alors, le propos du journaliste était le suivant, c'était de dire, voilà, la semaine de 4 jours, les tests sont concluants, etc. Oui. Les employés sont super contents. J'en suis toute partie prenante, moi, de ce genre de fonctionnement, parce qu'effectivement, quand je travaillais aux urgences, on faisait des gardes de 12 heures, on faisait 8 heures, 20 heures, mais donc ça veut dire qu'on travaillait en gros 3 jours par semaine. C'est vrai que d'avoir le reste de la semaine de congé et de récupération, c'était pas mal, même si parfois les journées étaient longues quand on était au travail. Mais là où le journaliste disait un truc, et là moi ça m'a fait tiquer un petit peu, c'est qu'il disait qu'a priori, ce passage à la semaine de 4 jours allait diminuer le taux de burn-out. Et là, je suis pas d'accord. Parce que moi non plus. Parce qu'en fait, le burn-out, il n'est pas lié au nombre de jours que l'on travaille, il est peut-être même pas lié à la charge de travail, mais il est lié à l'individu en tant que tel. Oui. À la façon dont il se sent au boulot, dont il se sent reconnu, dont il apprivoise son stress, dont il apprivoise ses émotions, à la façon dont il est passionné par ce qu'il fait, quelque part, ou pas. Et donc, je pense très sincèrement que c'est pas... Si on se dit, la semaine des 4 jours, c'est sympa, ça va diminuer le nombre de burn-out, ça va diminuer le stress, pour moi, c'est pas vrai. Il y a peut-être des problèmes plus profonds à solutionner. Avant de miser sur le fait que proposer la semaine de 4 jours sera la solution clé, la solution miracle, entre guillemets, pour remettre tout le monde d'accord au niveau du bien-être au travail, il y a peut-être des problèmes plus profonds à creuser par rapport au fait qu'avoir une journée disponible, c'est quand même relativement plaisant, ça permet de faire des économies. Je pense notamment aux salariés qui ont des enfants en bas âge, ça peut être générateur d'économies. Après, pour l'avoir fait
fait également, dans le cadre de l'assistanat médical, j'étais amenée à avoir des semaines de 4 jours aussi. Des fois, ça m'arrivait de ressentir plus la fatigue morale, pas physique, mais la fatigue morale, en travaillant 4 jours par semaine. Des fois, je me souviens qu'il me fallait presque 2 jours pour m'en remettre, parce que c'était tellement concentré, le besoin était tellement permanent, on va dire, durant cette plage horaire, que j'avais pas le sentiment de ressentir le bénéfice de concentrer mes actions sur 4 jours. C'est ça. Ce que tu dis est hyper intéressant. Pendant ces 4 jours, qui sont effectivement plus condensés, plus concentrés, on donne tout. Mais alors, est-ce que ça a un intérêt, effectivement, s'il faut 2 jours pour s'en remettre? Ça, c'est une autre question. Mais par contre, si pendant ces 4 jours-là, dans l'entreprise, on met en place un certain nombre de choses, de moments où on autorise ces moments d'hypnose parce qu'on fait venir quelqu'un qui anime un atelier, où on met en place d'autres actions bien-être, etc., eh bien, quelque part, ça va permettre de rendre ces 4 jours encore plus profitables et productifs, alors pour l'employé, mais aussi pour l'entreprise. Parce que ce que j'entendais dans ce reportage aussi, c'est que les entreprises qui avaient mis ça en place percevaient qu'il y avait une augmentation de la productivité de leur entreprise. C'est peut-être l'effet de lancement qui fait ça. Peut-être, je ne sais pas. En général, quand ça démarre... On en reparlera dans quelques mois ou dans quelques années si ça s'est généralisé. Hein, mais voilà, c'est un questionnement que ce reportage, je me suis dit, bah oui, ok, c'est intéressant, mais je trouvais que le raccourci par rapport à la diminution des cas de burn-out grâce à la semaine de 4 jours, c'était très raccourci. C'est là, au fait, où tu apportes ta vision en tant qu'expert sur la thématique, étant donné que tu as cette alliance de la vision médicale pure et de la thérapie à travers l'hypnose. Oui, puis j'ai mon expertise de gestionnaire d'entreprise aussi. Non seulement j'ai fait 11 ans de gestion hospitalière, ça c'est une chose, mais aussi depuis 2016, je gère ma vie d'indépendant et de chef d'entreprise en tant qu'indépendant. Toute cette expertise-là, finalement, toutes ces valeurs-là dont j'ai parlé depuis le début de cette interview, de cet entretien très agréable, mais toutes ces valeurs-là, en fait, que je mets à disposition, finalement, des entreprises dans lesquelles je vais proposer des ateliers, des formations, proposer de la mise en place de départements bien-être. C'est toutes ces valeurs-là aussi que je mets à disposition quand je propose des voyages de reconnexion à soi. J'organise 2 fois par an des voyages vers l'île de la Réunion. Je pars avec des groupes de maximum 6 personnes, donc c'est vraiment un petit groupe restreint, des groupes de 6 personnes, vers l'île de la Réunion pendant en général 7 jours. Pendant ces séjours là-bas à l'île de la Réunion, on allie bien-être, relaxation, détente, parce que quand même, il y a les plages. Il y a le cadre. Il y a le cadre, il y a les palmiers, il y a le soleil, il y a tout ce qu'il faut. Il y a la bonne nourriture aussi là-bas. Il y a le côté détente et relaxation, déjà. Et puis surtout, alors là, je fais ça avec mon épouse et on anime tous les jours des ateliers de reconnexion à soi, des formations. Tout ça est hyper gratifiant, hyper chouette pour nous d'amener des groupes là-bas, percevoir qu'il y a d'autres façons de fonctionner que ce qu'on fonctionne ici en Belgique ou en France par rapport au stress, justement, par rapport au rythme effréné qu'on s'impose et qu'il y a moyen d'adapter un mode de fonctionnement plus calme à la réunionnaise, à la créole. Très réputé d'ailleurs pour leur calme légendaire. Oui, alors après c'est 2 extrêmes, hein, donc je sais pas s'il faut... je pense que le mode fonctionnement créole, on le met dans une entreprise en plein Paris, je crois que ça marcherait pas. Mais oui, je pense que là, il y aurait un point d'incompatibilité. C'est ça. Alors c'est pas une question de région, c'est une question de rythme de fonctionnement. Il y a moyen d'adapter et de trouver le juste équilibre. Et ça, c'est vraiment un projet qui nous fait vibrer aussi, mon épouse et moi, là, pour le coup, mais juste dans la transmission de ce qui est nos valeurs, de ce que nous, on est, de toute notre expérience, de toute mon expérience en particulier, mais aussi de l'expérience de mon épouse, dans le cadre, en tout cas, des voyages vers la Réunion. Est-ce qu'il serait possible de déduire, par rapport à tout ce que tu as évoqué, que ces voyages à l'île de la Réunion sont des voyages apprenants, où on peut joindre, entre guillemets, l'utile à l'agréable, mais vraiment repartir avec des bagages de savoir? C'est l'objectif que nous, on poursuit. Après, on ne peut pas mettre d'objectif sur quelqu'un d'autre. Ça veut dire que les personnes qui participent à ce voyage vont repartir avec ce qu'elles peuvent ou ce qu'elles veulent. C'est-à-dire que nous, on propose un certain nombre de choses, un certain nombre d'apprentis sages. Je le dis en 2 mots, c'est volontaire, ce sont des apprentis sages. J'aime beaucoup ce jeu de mots. Voilà. Très subtil. On essaye en tout cas de leur distiller ça, de leur proposer ça. Maintenant, ce que les gens en font de retour en métropole, ça, on n'a pas de prise là-dessus. Bien sûr. Mais effectivement, l'objectif, c'est de joindre le cadre, l'énergie de l'île, le mode de fonctionnement
fonctionnement de la population là-bas, avec toutes nos connaissances et toutes nos valeurs et tout ce qu'on est finalement, pour que les participants puissent revenir avec quelque chose de différent. Des acquis à pouvoir appliquer dans le cadre de leur vie privée, mais aussi dans leur cadre exactement de la vie professionnelle. Oui, non, il faut savoir que, je ne sais pas exactement comment ça fonctionne en France, mais en tout cas en Belgique, ce sont des voyages qui sont formation effectivement, et donc en termes de frais, ce sont des budgets en Belgique. On sait qu'au niveau des ressources humaines, il y a des budgets formation. Ce qui est le cas aussi en France. Voilà, ce sont des choses qui rentrent très clairement dans des budgets formation aussi. On fait les choses pour que ce soit tout à fait gérable, même au niveau de l'entreprise. Je me permets de rebondir. Est-ce que, imaginons, des entreprises ou des collectivités qui écoutent actuellement ce podcast se demandent si tu serais prêt à agir en France, est-ce que tu serais partant pour ce genre de challenge ? Ah oui, sans problème. D'habitude, le Belge est un peu casanier. Oui, mais ça, c'est une rumeur, c'est une légende. La preuve, moi, je suis bien parti en France. J'ai bien changé de pays. Ouais, disons que tous les Belges sont pas casaniers. Mais c'est vrai que parfois, je connais certains Belges, en tout cas, qui ont du mal à dépasser les frontières. C'est pas mon cas, parce que j'estime que c'est pas 900 ou 1000 kilomètres qui vont être un obstacle ou une difficulté. C'est-à-dire que je peux tout à fait organiser les choses. Si vous avez besoin que je vienne vous voir dans l'entreprise, qu'on ait cette rencontre. Si c'est une rencontre ponctuelle d'1 heure, on peut le faire en visio. Oui, ça c'est que la technologie nous permet. Mais par contre, effectivement, quand ce sont des interventions plus longues, je me déplace avec plaisir dans les différentes entreprises, même en France. C'est bon à savoir. Le message est passé. Et pourquoi pas même jusqu'à La Réunion, qui sait. Il y a 11 000 km, on s'organise. On s'arrange. 15 jours, on fait une semaine de vacances, une semaine de travail, puis c'est bon. Totalement. Après ce vaste tour d'horizon, est-ce que tu pourrais nous dévoiler 3 raisons qui justifient de miser sur l'hypnose pour booster sa culture entrepreneuriale ? J'ai le sentiment que tu les as évoquées tout le long de cet épisode de podcast. Ça va bien au-delà de 3, mais si tu devais vraiment retenir 3 raisons d'inclure l'hypnose en entreprise dans sa stratégie, qu'est-ce que tu pourrais mettre en lumière ? Alors c'est vrai que c'est compliqué de se limiter à 3. Il faut bien placer un cadre. Ouais, voilà, tout à fait. Alors si je devais en relever 3, la principale, je pense, tenir compte de l'humain. C'est déjà un premier point, c'est tenir compte de l'humain. Vous faites de la gestion humaine des ressources et pas de la gestion de ressources humaines. Je l'ai déjà dit, je le répète parce que c'est fondamental dans mon approche. Vous allez pouvoir aussi, grâce à des techniques comme l'hypnose, à terme, diminuer le nombre de burn-out. Alors pour de vrai, pas que avec la semaine des 4 jours. Vous allez pouvoir diminuer le nombre de burn-out liés au stress ou à une difficulté ponctuelle que certains de vos collègues auraient ou de vos employés auraient. Et vous allez pouvoir aussi diminuer notamment le taux d'absentéisme. Alors je ne parle pas forcément des absentéismes de longue durée, des pathologies lourdes et des choses comme ça, bien qu'on pourrait prendre certaines pathologies lourdes en compte dans l'hypnose, mais je parle surtout des petits certificats de 2-3 jours qui ont tendance à se répéter toutes les X semaines chez les mêmes personnes. Qui sont révélateurs parfois d'un mal-être. C'est en général révélateur, c'est ce qu'on appelle des certificats ou des jours gris comme ça. C'est parce qu'en fait ce sont des moments où les personnes, ils ont besoin de souffler pendant 3 jours. Qu'ils soient vraiment malades ou pas, ça n'a aucune importance en réalité, parce que parfois le corps est tellement bien fait que quand on en a besoin, notre système immunitaire en fait s'affaiblit et on tombe vraiment malade pendant 3 jours. Mais on a besoin de se reposer. Le corps dit stop. Pour résumer, je pense que c'est vraiment ça les 3 points les plus fondamentaux, je pense. Moi, je vous conseillerais effectivement d'amener l'hypnose dans votre vie d'entreprise. C'est tenir l'humain en compte, diminuer l'incidence des burn-out dans votre entreprise et diminuer le taux d'absentéisme de courte durée. Pour moi, ce sont 3 points importants. Si je devais en citer d'autres, augmenter votre productivité. On va dire c'est une raison qui peut se placer, j'ai même envie de dire, presque dans le top 3 voilà. des raisons. Et alors, peut-être celle que j'aurais dû mettre en tout premier vu mes valeurs, mais c'est de tenir compte de vos humains dans vos entreprises et améliorer leur bien-être. C'est fondamental. Ça me paraît aujourd'hui fondamental plus que jamais, ne serait-ce que par rapport à l'accélération du digital, par rapport à tout ce qu'on a traversé. Et quand je dis tous, c'est tout secteur confondu, toute personne confondue, tout statut confondu également, toute position sociale confondue. On a beaucoup souffert. Chacun à des niveaux différents, à des échelles différentes. On a été impacté différemment, mais les temps sont durs. Ils sont vraiment durs. Oui, et les conséquences humaines, je ne parle pas des conséquences économiques et sociales, parce que c'est vrai aussi pour eux. Les conséquences humaines du Covid, on est seulement en train de les voir. C'est les retombées. On commence seulement à percevoir à quel point ça a eu un impact sur l'humain. Voilà, c'est maintenant qu'il faut agir. Moi, en tout cas, Sébastien, tout ce que tu as évoqué, j'ai bien envie, en fait, de faire une séance d'hypnose. On peut considérer qu'en tant que chef d'entreprise, je suis éligible à l'hypnose. Ah, tout à fait, oui, donc, bien sûr. j'ai bien envie de m'initier.
C'est vrai que tout le monde est éligible à l'hypnose. Tout le monde est hypnotisable puisque c'est un phénomène qui est naturel et physiologique, l'hypnose, l'état modifié de conscience. Donc tout le monde est hypnotisable. Alors il faut voir la notion de réceptivité à l'hypnose, ça c'est autre chose. C'est-à-dire que la notion de réceptivité, elle va se jouer sur le est-ce que j'ai confiance en la personne qui va me mettre en état d'hypnose et le pourquoi je veux être en état d'hypnose. On va être réceptif par exemple à l'hypnose de spectacle parce qu'on est prêt à faire la poule sur scène. Le show. Et à faire le show. Ou on va pas être réceptif à l'hypnose de spectacle parce que on n'a pas envie de se donner en spectacle sur scène. On a besoin peut-être de garder certaines réserves, peut-être. Oui, ben là, après, ça va dépendre d'une personne à l'autre. Mais par contre, pour l'hypnose thérapeutique, ça va être la même chose. C'est-à-dire qu'on va être réceptif à ce que propose un hypnothérapeute ou pas, en fonction de notre histoire, en fonction de la confiance qu'on va avoir en lui ou en elle, en fonction de la technique ou les techniques qu'il ou elle va utiliser. Moi, j'ai régulièrement des patients, en privé, là, essentiellement, qui me disent, j'ai déjà fait de l'hypnose avec quelqu'un 2, 3, 4, 5 séances. Alors ça m'a aidé sur le moment, machin, mais je sens qu'il y a encore quelque chose. Mais j'avais plus le feeling avec cette personne-là, etc. Et donc, ça n'a rien à voir avec la qualité du thérapeute. C'est vraiment juste une question de feeling et d'accroche et de se dire, à cette étape-là, j'ai besoin de quelqu'un d'autre. Et c'est OK. Ça fait partie du jeu. Donc oui, tu es la bienvenue pour faire une séance d'hypnose quand tu veux. Je te prends au mot. Ah ouais, avec plaisir, il n'y a pas de problème. Je te remercie infiniment pour tout ce temps que tu nous as accordé, pour tout ce partage d'informations, pour ta générosité aussi, ta générosité au sens très large, pour qu'on puisse s'approprier l'hypnose, savoir ce que c'est, comment ça fonctionne, entre guillemets. Bien sûr, c'est une idée globale. Tu serais vraiment la personne, à mon sens, c'est pas pour te lancer des fleurs, mais parce que ça fait quand même 17 ans qu'on se connaît. Tu as été mon responsable hiérarchique pendant 5 ans. Ouais, l'air de rien, ouais. Et je suis là. Donc, la preuve que le rapport humain est extrêmement important. Je garde un excellent souvenir de cette époque où tu étais mon responsable hiérarchique. Je t'en prie. Moi, je pars du principe que c'est bien de dire les choses quand ça va. On se plaint quand ça ne va pas, mais quand ça va, disons-le aussi. Parce que ça fait du bien. Ça fait du bien de dire oui, ça va. Ça coûte rien. Et ça coûte rien, Ça exactement. Et c'est aussi un plaisir aujourd'hui d'être ici, de repasser la frontière pour venir te voir en vrai. Favoriser justement l'échange, l'humain, encore une fois. Le vrai contact humain plutôt que le mode digital, enregistrement en visio. En tout cas, voilà, je tenais vraiment à te remercier pour ce moment de partage et ce temps accordé aux auditeurs. Grand plaisir. Merci à toi d'avoir fait le trajet jusqu'ici. C'était un plaisir de te retrouver, de te revoir en vrai, physiquement. Je suis très touché par tes mots là à l'instant. J'ai toujours fait les choses avec cœur. Et je les fais toujours aujourd'hui avec cœur, avec tout ce que je suis. Mais d'entendre aussi longtemps après que t'en gardes un bon souvenir et que ça reste important dans ton parcours, ça prouve que la manière dont je propose les choses, c'est une manière qui est juste. Elles sont bonnes. Elles sont bonnes et effectivement, elles sont très justes même, j'ai envie de dire. Merci, j'espère effectivement avoir pu vous apporter un éclairage sur l'hypnose et peut-être vous avoir donné envie de vous lancer dans ce genre d'aventure pour votre entreprise. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions ou des envies d'en parler sans pour autant que ça débouche peut-être, peut-être que ça débouchera sur du boulot derrière, mais n'hésitez pas à prendre contact avec moi pour en parler. C'est noté, je me charge de pouvoir partager toutes tes informations pour que les auditeurs puissent te contacter à travers ton site internet, à travers tes réseaux sociaux, notamment LinkedIn, Facebook. Merci beaucoup pour ce moment. À très bientôt. Merci à toi, à bientôt.